Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude et ce mardi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne de notre émission matinale Il y a des matins. Bonjour Valérie. Allô Jean. Valérie, on va parler entre autres de baleines ce midi avec une spécialiste qui est... En fait, il y a un bon réseau des deux rives du Saint-Laurent. On observe les baleines. Il y a une carte, on sait où elles se trouvent sur la carte. Le site, c'est Baleines en direct. La madame s'appelle Josiane Cabana. Elle sera avec nous vers 12h15. Effectivement. Et Jean, on observe de plus en plus en fait de baleines ces temps-ci dans le coin de cette île de Port-Cartier. Bon, probablement qu'aujourd'hui, c'est pas la journée idéale pour aller observer les baleines, je sais pas, elles se foutent de ça. La pluie, eux autres, ça ne dérange pas bien en dessous de l'eau. Eux autres, oui, mais nous, peut-être un petit peu moins par contre. Mais est-ce que c'est normal d'en voir autant, à ces temps-ci de l'année, jusqu'à quand on peut en observer aussi? Et tu sais, Jean, qu'il y a eu plusieurs incidents aussi cet été et jusqu'à tout récemment. Le dernier en liste, c'est celui à Bécomo, avec ce petit rorqual là, qui est mort empêtré dans un engin à pêche à Bécomo. Ça donne une mauvaise impression un peu de l'industrie touristique, parce que on en a beaucoup parlé, on dit est-ce que c'est ça en fait qui fait en sorte que les baleines se retrouvent dans des incidents fâcheux comme ça. Donc on pourra en jaser avec elle, avec Josiane Cabana ce midi. On va y poser une question sur les belugas aussi qui sont toujours menacés. Malheureusement, on en a retrouvé des jeunes belugas morts encore là, plusieurs même au cours de l'été. Sur les deux rives du Saint-Laurent. Donc, Madame Josiane Cabana du réseau Baleines en direct sera avec nous vers 12h15. Hier, j'ai enregistré une entrevue avec le candidat à la chefferie du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui était de passage chez nous. Il a rencontré des militants à Sept-Îles hier soir. Il a fait une escale à Bécomo également. Le député de Rosemont nous parle, entre autres, de sa stratégie souverainiste et de la gouvernance, parce que lui, la souveraineté, il voit pas ça là dans le premier mandat, le prochain mandat du Parti québécois. Faut d'abord gouverner et améliorer la gouvernance, selon lui. Et il était en pleine controverse, en plus, pendant qu'il était chez nous, là. Il a une espèce de prise de bec avec Alexandre Cloutier. Les deux jouent dur, là, présentement, à la course à la chefferie du PQ. En tout cas, M. Lisée estime qu'il y a encore des chances, là. C'est peut-être pour ça qu'il joue un peu dur, entre autres, son tweet de la semaine dernière, là, concernant Alexandre Cloutier, l'associant à un imam bien connu, là, à Montréal. Donc, ça joue dur dans la course à la chefferie. Jean-François Lisée était à Sept-Îles hier. L'entrevue vous sera proposée vers 12h25. On va aussi parler de soccer. Il y a un nouveau directeur technique au club Norsoc qui va donner un coup de main également là pour une réorganisation pour l'ensemble de la Côte-Nord. Le club de soccer de Sept-Îles a conclu sa saison estivale avec son gala reconnaissance samedi dernier. Il y a la saison hivernale qui s'organise pour le mois d'octobre également. Le nouveau directeur technique, oui, s'appelle Stéphane Paresse. Il était dans la région du Saguenay, entre autres. Je pense qu'il coachait l'équipe de l'Université du Québec à Chicoutimi au cours des dernières années. Denis Clément, c'est président du club Norsoc à Sept-Îles et le directeur technique Stéphane Paresse sera avec nous également vers 12h35-40 sur nos ondes. En fin d'émission, on a une chronique assurance à vous offrir. Guy Duchesne nous revient à toutes les quinzaines là pour démystifier le domaine. Parfois, c'est compliqué, les assurances. On se pose toutes sortes de questions avant de signer un contrat. Entre autres, est-ce qu'on est couvert pour les Acts of God dans nos polices d'assurance habitation? Ben, pas pour les tremblements de terre, mais oui pour les dégâts causés par les forts vents. On démystifie tout ça avec Guy Duchesne à notre chronique assurance en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Et d'abord, les employés syndiqués de la ville de Port-Cartier poseront aujourd'hui des panneaux aux couleurs de la campagne « Défendons le droit fondamental de négocier » autour de l'hôtel de ville. Il s'agit d'une mobilisation syndicale orchestrée par la CSN Côte-Nord. Le président du syndicat des employés de la ville de Port-Cartier, Nelson Coulombe, croit que le projet de loi 110 du gouvernement libéral relègue au statut de second rang au Québec les travailleurs municipaux. Le Conseil central
centrale de la CSN Côte-Nord adresse un message clair au ministre des Affaires municipales Martin Coiteau. C'est inacceptable dans une démocratie de s'attaquer à nos droits de cette façon brutale, dénonce le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay. Le syndicat prévoit plusieurs autres gestes prochainement pour dénoncer le projet de loi 110, actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec. Le syndicat donne au ministre le projet de loi où il donne au ministre le pouvoir de décréter des conditions de travail sans négociation. Les cours ont commencé ce matin pour la majorité des jeunes adultes qui fréquentent le centre de formation professionnelle A.W. Gagné de Sept-Îles. 3 nouveaux programmes seront offerts dès septembre 2017 avec la construction d'un nouveau pavillon sur la rue Comeau. En attendant, les étudiants profitent de l'implication de 13 employeurs qui parrainent la relève dans le cadre d'un nouveau programme pour stimuler la persévérance. La nouvelle initiative prendra la forme d'activités en milieu de travail et de bourses d'études. Claire Barriot est directrice adjointe au CFP de Sept-Îles. L'idée vient d'un partenariat avec l'entreprise La Boîte à Clés, qui est une entreprise de communication. Ce qu'on voulait, c'est stimuler l'intérêt et la persévérance des élèves au centre de formation professionnelle, puis amener les entreprises à s'impliquer aussi avec nos élèves parce que c'est leur relève. Le centre de formation professionnelle de Sept-Îles démarre un nouveau programme de forage dynamitage cet automne, des formations en mécanique de véhicules lourds et une spécialisation en mécanique diesel débuteront dans le nouveau pavillon l'an prochain. Le centre a choisi des formations qui répondent aux besoins de la région. Il proposera 15 programmes au total à partir de 2017. Le candidat à la chefferie du Parti québécois, Jean-François Lisée, s'est adressé à une 50aine de militants lors de son passage à Sept-Îles hier. Il a voulu écouter les membres de la Côte-Nord à l'approche du vote au Parti québécois. Jean-François Lisée se présente comme un gars de région. Je sais que la Côte-Nord, c'est une des principales victimes de la politique libérale qui est vraiment toxique envers les régions, incompétence économique dans des grands dossiers, démantèlement des outils locaux de développement, coupure de budget, centralisation complètement folle. Alors moi, je vais leur dire, c'est vrai que je suis un député de Montréal, mais je suis un gars de région, je viens de Tetrill Mines, et puis une des premières choses que je vais faire, si je suis premier ministre, c'est un cran d'arrêt à toute mesure de centralisation qui est en cours. Le député de Rosemont suggère une décentralisation vers les municipalités et les MRC avant de proposer la souveraineté aux Québécois dans un deuxième mandat suite à son élection. Jean-François Lisée croit que ses chances de dépasser Alexandre Cloutier en fin de course à la chefferie du PQ sont excellentes à ce moment-ci. L'entrevue avec M. Lisée vous sera proposée dans une vingtaine de minutes. Le ministre responsable du Plan Nord et de la Côte-Nord a annoncé vendredi en Abitibi la création du nouveau label fournisseur officiel du Plan Nord. Les entreprises qui ont développé un savoir-faire en territoire nordique seront invitées à s'inscrire. Le ministre soutient que le Plan Nord cherche à générer de l'activité économique pour les entreprises du Nord. Pierre Arcan poursuit une tournée des régions pour faire la promotion du bureau de commercialisation de la Société du Plan Nord qui doit devenir la porte d'entrée pour les entreprises intéressées. Et puis, il y a des fouilles qui s'effectuent jusqu'au 30 septembre sur l'île nue de Mingan. En collaboration avec Parc Canada, des Inuits d'Equanichit tentent de mieux comprendre le rôle de l'archipel dans le mode de vie ancestral des Amérindiens qui ont fréquenté le territoire dans l'histoire. Le site de l'île nue est considéré comme le plus vaste et diversifié de l'archipel de Mingan. On espère notamment préciser le moment et le nombre d'occupants qui s'y sont rattachés. Les chercheurs espèrent recueillir des informations sur les espèces qui étaient chassées par les premiers humains qui fréquentaient ces îles. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On parle avec une porte-parole de Baleine en direct dans quelques instants. Attitude. Pour vous présenter une offre jamais vue, Nissan a voulu faire quelque chose de jamais entendu. Si tu possèdes une Honda, tape des mains. Si tu conduis une Hyundai, frappe des pieds. Si tu roules en Toyota et que tu veux 2000$, si tu veux un beau rabais, pensez Nissan. Oh wow, bravo! Que vous soyez propriétaire d'une Honda, Toyota, Hyundai ou Nissan, obtenez jusqu'à 2000$ de rabais supplémentaires applicables au financement ou à la location des modèles Nissan 2016 sélectionnés. Certaines conditions s'appliquent. Passez chez Nissan pour les détails. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. La Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur de la base de villégiature à Moisy qu'il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. Je répète, la Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur de la base de villégiature à Moisy qu'il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation.
La municipalité remercie les citoyens de leur collaboration. Si je te demandais si t'as déjà été touché par le suicide d'un proche, probablement, comme bien des Québécois, tu lèverais la main. Probablement que tu te dirais que tu ne veux plus jamais perdre quelqu'un que tu aimes par suicide. Cette main levée, on peut la joindre avec tous ceux pour qui le suicide ne doit plus être une solution. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à penser de la même façon. Ajouter ma voix, c'est un projet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui veut réunir tous ceux qui, comme nous, n'en veulent plus du suicide. Viens sur ajoutermavoix.com, signe la déclaration. Parce qu'ensemble, tout est possible. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, il me semble qu'on a beaucoup entendu parler de la présence des baleines au large de Sept-Îles-Port-Cartier. Depuis quelques jours, on en voit beaucoup, nous dit-on. En tout cas, sur Facebook, on voit bien des photos et bien des vidéos. On va s'entretenir avec une spécialiste là qui surveille ça avec le réseau et le site Internet Baleines en direct. Il s'agit de Madame Josiane Cabana. Bonjour, Madame Cabana. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Est-ce que j'ai raison de dire qu'on voit beaucoup de baleines à Sept-Îles-Port-Cartier ces jours-ci? Ça se peut? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Un peu comme vous, je surveille sur les réseaux sociaux aussi, dans notre entourage, dans notre réseau de contacts. Je parle avec des gens, des partenaires. Et oui, c'est un très bon moment de l'année pour observer les baleines. Des fois, on a l'impression que parce que l'été achève, que l'école recommence, que c'est la fin de la belle saison. Mais au contraire, au niveau des mammifères marins, le mois d'août, septembre, même octobre sont d'excellents mois pour faire l'observation. Et ça, dans le Golfe comme dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et comme le soulignait Valérie tout à l'heure, c'est nous qui n'avons pas le goût d'y aller, une journée de pluie comme aujourd'hui, mais les baleines, ça ne les dérange pas pantoute, eux autres. Hein? Ben non, les baleines n'ont pas peur de l'eau. En fait, il faut comprendre que les baleines viennent en surface pour respirer. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut les admirer. Donc, beau temps, mauvais temps, par temps de brume, que ce soit l'été comme l'hiver, les mammifères marins doivent venir en surface pour respirer. Comme vous le dites, c'est des fois un peu, c'est nous qui sommes un peu plus frileux. Mais il y a des journées de pluie, des journées de brume, des journées grises qui peuvent être des très belles journées pour l'observation. Vous savez, les rorquals qu'on a dans le secteur sont des animaux qui s'alimentent entre autres sur le krill. Le krill, c'est un petit crustacé dans la famille des crevettes. C'est du zooplancton et le krill va faire une migration journalière. Donc, ils vont souvent fuir la lumière le jour et donc se tenir en profondeur. Et durant le soir, en fin de journée, donc le krill va remonter en surface. Donc, il fuit la lumière. Par contre, des journées grises, des journées de brume, le krill peut des fois être en surface et on peut faire de très belles observations d'animaux qui s'alimentent en surface dans les bancs de krill. Donc, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde qui sont mal habillés. Donc, si on s'habille comme il faut, on peut habiller chaudement, on peut faire de très belles observations en mer encore à ce temps-ci de l'année. Qu'est-ce qui explique qu'on en voit autant au mois de septembre, octobre, novembre? Est-ce qu'il y a un phénomène particulier? Non, c'est pas un phénomène particulier. Du moins, faut comprendre les baleines sont des animaux qui sont des animaux migrateurs, donc ils passent la saison estivale dans les eaux du Saint-Laurent. Donc elles arrivent généralement tôt au mois de mai, juin, mais vont rester dans le secteur tant ou aussi longtemps que la nourriture est présente. Et comme il n'y a pas de glace, il n'y a pas de raison vraiment pour elles de partir. Évidemment, l'appel de la migration va se faire sentir un peu plus tard en octobre, novembre, mais il y a même des années où on a observé des grands rorquals, des rorquals bleus tout l'hiver, entre autres dans le secteur de la Gaspésie. Donc, les animaux vont rester s'alimenter. Alors, c'est vraiment une période d'alimentation avant de soit aller se reproduire ou aller donner naissance et puis faire leur migration. Madame Cabana, on peut pas passer à côté de ce qui s'est passé cet été, entre autres, la collision au Bergeronne avec une baleine. Plus récemment également, à Baie-Comeau, là, en fin de semaine, ce petit rorqual là, qui est mort empêtré dans un engin à pêche à Baie-Comeau. C'est des incidents qui font beaucoup jaser. Et quand on lit les commentaires sur ces nouvelles-là, on parle beaucoup de l'industrie touristique. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Est-ce que ça nuit aux baleines, l'industrie touristique? Vous pouvez probablement répondre à cette question-là? Ben c'est sûr qu'effectivement, ça suscite beaucoup de réactions. Vous avez parlé des collisions, les engins de pêche. Ce sont des incidents qui doivent évidemment être documentés. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi Urgence mammifères marins a été créée en 2004, donc pour documenter les causes de mortalité et ce type d'incidents-là. Vous savez, dans la région de Tadoussac, Bergeronne, dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, il existe une réglementation, donc il y a des règles de vitesse, de distance qui ont été établies justement pour minimiser l'impact qu'on a sur les mammifères marins. Il y a aussi une initiative qui s'appelle l'Alliance Éco-Baleine qui a été créée il y a quelques années
dans le but justement de mieux encadrer les activités en mer au niveau éducatif, mais tout au niveau aussi de la réglementation. Donc évidemment, on suit ça de près. C'est des incidents qui sont malheureux, qu'on essaie d'éviter, bien évidemment. Quant aux prises accidentelles, c'est une réalité, vous savez, c'est des cas qui surviennent à peu près à chaque année. C'est un phénomène probablement qui est sous-estimé dans nos eaux et il y a malheureusement peu d'initiatives qui ont été faites dans les dernières années pour réduire les prises accidentelles. Par contre, il y a des nouvelles initiatives qui vont voir le jour, entre autres avec un groupe en Gaspésie qu'on appelle Mirinov. Donc, il y a aussi le New England Aquarium sur la côte est des États-Unis qui va travailler à essayer de faire des modifications dans les engins de pêche pour réduire les mortalités dues aux prises accidentelles. C'est malheureusement aussi des incidents qui surviennent dans nos eaux. Donc, la cohabitation entre l'homme et les mammifères marins est complexe et pas toujours évidente, et puis ces incidents-là nous le rappellent. Les belugas, je pense que c'est toujours classé une espèce menacée. Cet été, on en a découvert encore plusieurs des jeunes belugas morts là sur les berges. Ça annonce mal, quoi, pour l'avenir de nos beaux belugas dans le Saint-Laurent, Saguenay-Saint-Laurent? La question se pose évidemment. Si on suit un peu le cours des choses depuis 2010, l'inquiétude est assez élevée au niveau des chercheurs parce que, comme vous le disiez bien, on retrouve de plus en plus de carcasses de jeunes belugas morts. On retrouve aussi des femelles qui meurent suite à des complications lors des mises bas. Cette année 2016, on peut dire que la série noire malheureusement se poursuit. C'est encore une année où on a eu plusieurs nouveau-nés qui ont été trouvés morts. Donc le compte est à 6, dont 2 qui devront être confirmés, mais on penche vraiment pour que ce soit des nouveau-nés morts. Et on a retrouvé au total 13 carcasses cette année. On a retrouvé des femelles qui ont été transportées à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui étaient des femelles qui étaient lactantes. Donc, ça semble être dans la tendance là, des dernières années. Donc, oui, on s'inquiète toujours et puis le drapeau rouge est toujours levé. Les autres espèces, est-ce qu'elles sont menacées? Cette année, on voit beaucoup des petits rocals, des rocals à bosse, des baleines bleues également. On en a vu pas mal dans le Saint-Laurent cette année. Est-ce que ce sont des espèces qui sont en santé? Le rorqual bleu est une espèce qui est en voie de disparition, tout comme le beluga du Saint-Laurent, comme la baleine noire de l'Atlantique aussi. D'ailleurs, le rorqual bleu a été observé très récemment au large des Escoumins. Ça semble être l'endroit de prédilection là, cette année pour les observations de rorqual bleu. On a eu jusqu'à 6 à 8 individus différents. Par contre, il semble absent de la Basse-Côte-Nord, absent de la Gaspésie. C'est une population donc qui est aussi étudiée largement par la station de recherche des îles Mégan, basée en Basse-Côte-Nord, dans le secteur de Mégan, justement. Au niveau des autres espèces, le petit rorqual, c'est pas une espèce qui est menacée. C'est une espèce qui est assez abondante dans les eaux du Saint-Laurent et de l'Atlantique en général. C'est même encore une espèce qui est chassée à travers le monde, entre autres par les Japonais, les Norvégiens. Donc, c'est des populations qui se portent relativement bien. Quant à la baleine noire de l'Atlantique Nord, c'est une espèce qui est en voie de disparition. En fait, on compte un peu moins de 500 individus dans tout l'Atlantique. Donc, pendant même quelques années, on craignait que cette baleine disparaisse. Dans les dernières années, on voit une certaine augmentation et particulièrement dans les eaux du Saint-Laurent, on observe de plus en plus de baleines noires. Alors, c'est des phénomènes qui sont intéressants à documenter. Les rorquals à bosse se portent bien. Il y a même plusieurs populations récemment qui ont passé d'un statut plus précaire à un statut de meilleures conditions. Donc, ça va très bien pour le rorqual à bosse dans nos eaux, autant au niveau du Pacifique que de l'Atlantique. Je trouve ça intéressant à suivre, entre autres sur le site Baleines en direct. Elles ont presque tous un nom, nos baleines, dans le Saint-Laurent. On les connaît personnellement, on dirait. C'est toujours les mêmes individus, finalement, qui reviennent chaque été. Oui, tout à fait. En fait, pour nous, les baleines ont un visage. Dépendamment, on a des catalogues, des albums de famille. Et c'est très intéressant de voir qu'à chaque année, oui, ce sont les mêmes animaux qui reviennent. Et c'est comme si on retrouvait des vieilles connaissances à chaque début de saison. Les croisiéristes sont excités de savoir est-ce que Caïman va arriver, est-ce que Trou va être dans le secteur, est-ce que pendant longtemps on a eu la visite de Capitaine Crochet. On se souviendra de cette baleine qui avait été empêtrée en 2013 dans un engin de pêche au crabe. C'était une femelle qui était connue depuis le début des années 90. Bref, donc oui, ce sont les mêmes animaux. Les rorquals à bosse ont un patron de coloration bien défini sous leur queue. Alors on connaît Gaspard, Tic-Tac-Toe.
Cette année, on a un nouvel individu qui est arrivé, qui était le jeune baleineau de Fleuret. Donc, Fleuret, sa mère est bien connue sur la Basse-Côte-Nord, mais son jeune est arrivé dans le secteur cette année avec vraiment des marques particulières sur leur dos. Et puis, les croisiéristes du secteur l'ont surnommé Picotine. Donc, c'est vraiment très agréable de suivre le déplacement aussi de ces animaux-là qui viennent de l'estuaire au golfe. Alors, ça nous permet de suivre à chaque année un peu l'état des populations dans nos eaux. Oui, puis on connaît aussi le principe de l'adoption avec les belugas. Ça a été peut-être un effort, une façon de sympathiser avec les baleines, mais aussi de tenter de les protéger. Est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, nous, comme riverains de la Côte-Nord, là, pour protéger nos baleines, puis qu'on en voit de plus en plus dans l'avenir? C'est une très belle question que vous posez, M. Saint-Pierre. Et oui, chaque petit geste compte. Vous parlez de l'adoption de belugas, tout à fait. En fait, c'est une adoption symbolique. Les gens peuvent devenir parrains de différents belugas qu'on reconnaît sur le site adopterunbeluga.org. Il y a tout un catalogue. Vous pouvez choisir votre nouveau protégé et puis vous donner le montant que vous souhaitez. Ou vous pouvez faire même une adoption de groupe. C'est 5 000 $ pour devenir parrain d'un beluga et ça supporte le projet Beluga qui vise justement à mieux connaître cette population-là. Évidemment, c'est de s'informer, de se tenir au courant, d'essayer de réduire notre impact aussi dans l'environnement au quotidien. Quand on dit chaque petit geste compte, il faut savoir que tout ce qu'on met dans nos eaux à la maison se ramasse dans les eaux du Saint-Laurent. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Juste de se tenir informé, je vous dirais, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez vous impliquer aussi au niveau d'urgence mammifères marins comme bénévole. Vous pouvez sensibiliser les gens autour de vous aussi à la richesse du Saint-Laurent. Observer les baleines à partir du rivage, se documenter, ça peut faire des fois la différence dans nos choix au quotidien. Puis nos gens qui ont des zodiacs, des bateaux de pêche, toutes sortes d'embarcations, il y a toujours des règles à respecter. Hein? Valérie a fait référence à ce qui a été très médiatisé, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, là, l'espèce de collision entre un zodiac aux escoumins. Il y a peut-être une erreur de navigation là-dedans. Il faut pas aller trop proche. Il faut effectivement toujours rester alerte. Les baleines peuvent être très imprévisibles. On s'en rend compte rapidement. Ce sont des animaux qui sont dynamiques. Entre autres, les petits rorquals peuvent sortir très rapidement. Alors, c'est sûr que si vous êtes un plaisancier, que vous avez une embarcation, que vous naviguez dans un secteur, de toujours faire respecter les limites de vitesse, d'être alerte. Donc, effectivement, c'est le mot d'ordre est de toujours respecter ces animaux-là. Vous savez, il y a des règles qui sont très bien définies à l'intérieur du parc marin, mais dès qu'on se retrouve à l'extérieur du parc marin, la vigilance est de mise et on demande évidemment de ne pas importuner ces mammifères marins-là, de ne pas couper leur route, par exemple, et donc agir dans les règles de l'art, dans le respect de ces animaux-là. Faut pas oublier que c'est nous qui les dérange là, dans leur état naturel. Là. Oui. C'est pas eux qui nous dérangent finalement. Là. On s'invite dans leur maison. C'est ça. Vous le dites bien, tout à fait. Et puis donc raison de plus pour redoubler d'ardeur et puis redoubler de vigilance. Ces animaux sont ici pour manger. Alors encore là, on parle de cohabitation. On rentre dans leur maison. Alors ils nous fascinent, c'est sûr. Donc on veut les observer, mais donc en respectant les distances et en respectant des limites de vitesse, évidemment, on réduit notre impact sur ces animaux-là. Et un petit peu ce qui nous a incité à vous appeler aujourd'hui, Mme Cabana, c'est cette photo bien triste là dans le journal Le Soleil ce matin. C'est comme si la baleine, elle gonfle là, avant de mourir en mer. C'est quand même pas beau à voir. Ça doit sentir mauvais aussi. La cohabitation avec l'industrie de la pêche, là, il reste que les pêcheurs, c'est leur gagne-pain, c'est leur travail. Ils veulent toujours le faire le plus rapidement possible. Mais il y a peut-être des façons de faire attention. Comment est-ce qu'on place ses engins, pas les laisser traîner? En fait, la baleine que vous avez vue ce matin, effectivement, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un petit rorqual qui a été retrouvé mort empêtré au large de Bécomo. Ce matin, les agents des pêches se sont déplacés. On essaie de comprendre un peu comment est-ce que cet incident s'est produit. Et les agents ont tenté de ce matin de relever l'engin de pêche et il est vraiment fixement pris au fond. Donc, on n'a aucune idée de quel engin il s'agit. On soupçonne que ce soit un filet de pêche, peut-être un filet de pêche au turbo. Donc, l'animal se serait probablement pris plus au large et aurait navigué pendant quelque temps avec cet engin-là qu'il traînait visiblement vers le fond et il y a de bonnes chances que l'animal se soit épuisé. Donc, il était vraiment empêtré au niveau de la tête. La balloune qu'on voit, c'est vraiment une poche de gaz. Donc,
gaz de putréfaction vont rapidement être vont rapidement faire gonfler une membrane, en fait, à l'intérieur de la bouche. Donc, c'est un mélange de langue et de poche ventrale qu'on voit là, vraiment sous l'effet de gaz de putréfaction. Ouais, et je vous dirais, ce matin, j'ai parlé aux agents des pêches et je leur ai dit, je viens un peu au parfum, et puis c'était pas la bonne expression. Et donc, vous parlez de la cohabitation. C'est une réalité. Il y a de la pêche commerciale dans les eaux du Saint-Laurent. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est probablement un phénomène qui est sous-estimé aussi. Les empêtrements, à chaque année, on retrouve des carcasses qui portent des marques. On retrouve même des animaux vivants qui se promènent avec des engins de pêche aussi. C'est une réalité bien présente aussi sur la côte est des États-Unis, sur la côte ouest aussi, avec l'augmentation des populations de baleines. On enregistre de plus en plus de cas. Alors, les solutions, ce serait, entre autres, comme je le mentionnais, de revoir peut-être les engins de pêche. Les câbles sont très, très résistants. On pourrait revoir les engins, donc, qui soient suffisamment résistants pour les casiers, mais qui finiraient par se briser peut-être avec une certaine pression. Imaginons une baleine qui se promène sur plusieurs centaines de kilomètres en tirant une corde. Si la corde finissait par se défaire d'elle-même, on réduirait probablement les mortalités. Alors, il y a des initiatives qui sont faites, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là et bien honnêtement, on accuse un certain retard au Canada à ce niveau-là. Oui, ben c'est très fréquent. Là. Je voyais des photos, des commentaires de M. Jacques Gélineau, qui est un de vos observateurs dans le coin de Sept-Îles-Port-Cartier. Là. Puis il semble indiquer que toutes les baleines, ou presque, là, ont des marques de filets ou ont graffiné des bateaux ou des engins de pêche à un moment donné. Oui, c'est vrai. Dans la population de baleines noires, il y a une très, très grande proportion des animaux qui portent des marques d'empêtrement. Et les baleines noires, elles sont visiblement très résistantes, si on peut dire. Donc, il y a des animaux qui sont vus parfois pendant 1 an, 2 ans à se promener avec les cordages. Et là, malheureusement, ça fait des blessures sur le corps. Il y a de l'infection. Oui, on a retrouvé, par exemple, Tree Scars. C'est un petit rorqual qui s'est trouvé empêtré dans la région des Bergeronnes il y a quelques années, qui porte ces marques-là. Heureusement, cet animal-là a été désempêtré. Donc, c'est une fin heureuse pour cet animal, mais il porte évidemment encore des marques de cet empêtrement. Et régulièrement, Urgence mammifères marins, à chaque année, on enregistre des cas de baleines échouées sur le rivage avec des stries sur le ventre qui confirment finalement que cette baleine-là a été empêtrée. Alors oui, c'est effectivement des choses qui doivent être documentées et c'est pour ça que chaque appel à Urgence mammifères marins est important. Ça nous permet d'avoir un meilleur portrait de la situation puisque actuellement, le portrait est encore très fragmenté. Mm-hmm. Eh bien, c'est toujours très intéressant, toutes ces informations, Madame Cabana. On les appelle par leur petit nom maintenant, nos baleines. Ça fait qu'on les prend en affection, puis on les veut vivantes le plus longtemps possible. Un gros merci pour l'entrevue, Josiane Cabana. Je rappelle que vous êtes porte-parole du réseau Baleine en direct, mammifères marins. En tout cas, sur Internet, on retrouve assez facilement avec Baleine en direct. Oui, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. J'ai parlé hier avec Jean-François Lisée, le candidat du Parti québécois, candidat à la chefferie du Parti québécois qui était de passage à Sept-Îles. Je vous propose l'entrevue dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, tulipe. Vous êtes avec Wawanesa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je cache qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanesa.com. Wawanesa, la grande assurance à petit prix. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
Monsieur Jean-François Lisée, troisième candidat à nous visiter chez nous. Monsieur Lisée, la campagne a quand même pris là des allures un petit peu plus pointues au cours des derniers jours. Plusieurs déclarations qui ont fait la manchette. Est-ce que vous êtes satisfait de la campagne, ce qui se passe actuellement? Ben oui, surtout aujourd'hui, j'ai un député régional extrêmement important, Pascal Bérubé, qui vient d'annoncer qu'il se joint à ma campagne. Et ça vient à la suite de 4 députés qui étaient avec Véronique Yvon, 3 plus un autre qui était neutre, plein d'anciens ministres, de députés qui se sont joints à ma campagne la semaine dernière, puis on va avoir d'autres annonces à faire. Je pense que notre campagne est très ascendante. Je pense que c'est très, très serré entre Alexandre et moi. C'est les membres qui vont décider. Ils ont un vrai choix entre plusieurs positions divergentes de membres de la future équipe conjointe. Alors oui, je suis très satisfait de la campagne. Dans une région comme cette île Port-Cartier, c'est quoi votre message aux membres là, à cette étape-ci? Vous allez leur dire quoi ce soir? Comme vous l'avez dit, d'autres candidats sont venus avant moi et puis les militants ont écouté ce qu'ils avaient à dire. Moi, je passe aussi, je vais leur expliquer ce que je pense, ce que je propose, mais aussi je veux les écouter. Je sais que la Côte-Nord, c'est une des principales victimes de la politique libérale qui est vraiment toxique envers les régions, incompétence économique dans des grands dossiers, démantèlement des outils locaux de développement, coupure de budget, centralisation, non seulement à outrance, mais centralisation complètement folle. Alors moi, je vais leur dire, c'est vrai que je suis un député de Montréal, mais je suis un gars de région, je viens de Thetford Mines, et puis une des premières choses que je vais faire, si je suis premier ministre, c'est un cran d'arrêt à toute mesure de centralisation qui est en cours, retourner la locomotive sur les rails, puis la faire partir dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de plus de décentralisation, plus de prise de décision par les acteurs locaux, et puis je vais demander à la Caisse de dépôt, je vais mettre dans sa loi, dans sa mission, de faire du développement économique national et régional. Ça n'a jamais été fait. Vous venez de Thetford Mines, vous l'avez dit, ici on est une région minière, Havre-Saint-Pierre, cette île Port-Cartier, on dépend beaucoup de l'industrie du fer. On la vit la crise cyclique là à la dure depuis 1 an et demi dans la région de cette île Port-Cartier. Thetford Mines, c'est comme un exemple d'une ville qui s'est départie un peu de son aspect mono-industriel. On nous a donné ça en exemple récemment. Le gouvernement devrait faire quoi là dans une situation comme on vit ici actuellement, une région qui cherche à diversifier son économie? En un sens, la situation de Thetford était pire que la vôtre parce que le minerai de Thetford est devenu interdit, qui était l'amiante, et c'était le seul. Et donc, ce qui a été bon pour Thetford, c'est que il y a une culture entrepreneuriale forte qui s'est développée à mesure que les mines d'amiante fermaient, ce qui fait que maintenant, contrairement à Asbestos, qui eux aussi ont eu ce problème de fermeture d'une mine d'amiante, mais n'avaient pas cette culture entrepreneuriale, Thetford est une ville vibrante, dynamique aujourd'hui. Alors, la leçon pour vous qui avez des minerais qui vont toujours être en valeur, puis mis en valeur, mais selon des cycles qui nous dépassent tous, des cycles mondiaux, c'est la diversification économique par l'entrepreneurship. Et l'entrepreneurship, ça veut dire qu'il faut que l'État soit très, très aidant. Moi, comme je suis le fils d'un entrepreneur, je dis, d'abord, on va aider les entreprises en allégeant leur fardeau. On va faire en sorte que des nouvelles entreprises, les 5 premières années, on ait une bureaucratie qui soit pas tatillonne, mais beaucoup plus flexible pour leur donner de l'oxygène, pour respirer, pour se concentrer sur la création d'emplois. Ça veut dire aussi, là, quand les libéraux ont aboli les CLD, ils ont mis à la porte 3000 entrepreneurs volontaires qui aidaient les jeunes entrepreneurs. C'est terrible d'avoir fait ça. Enlever des outils pour aider des jeunes à créer des projets, etc. Il faut faire le contraire. Alors, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des périodes où la région va être en très bonne santé parce que l'extraction minière va très bien. C'est sûr que comme Martine Ouellette, moi je pense que la première et la seconde transformation, ça doit être une condition de l'émission des permis, mais aussi il faut diversifier à l'extérieur du secteur minier lui-même pour que quand il y a un cycle qui baisse dans les mines, il y ait quand même une autre économie qui, elle, continue à maintenir le dynamisme de la région. Monsieur Lisée, Madame Ouellette, elle est venue, elle a passé 3 jours dans la région et c'est surtout à coquiner là, avec les gens des syndicats des métallos. On a l'impression que c'est un peu la candidate de la gauche dans la course actuellement. Alexandre Cloutier est comme peut-être le candidat du centre. Êtes-vous le candidat de la droite, vous? Pas du tout. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Pour une gauche efficace, un autre qui s'appelle Comment mettre la droite KO en 15 arguments. Mais c'est vrai que d'une part, j'ai des propositions très progressistes, comme le salaire minimum à $15 le plus vite possible, geler la rémunération des médecins, réduire les écarts de salaire, mais aussi mon profil de fils d'entrepreneur, d'ancien ministre du Commerce extérieur, fait que je suis plus sensible à la réalité
réalité entrepreneuriale, à la réalité de l'exportation aussi. Et je sais que d'aider une PME régionale à faire de l'exportation, c'est la meilleure façon de lui permettre d'améliorer sa productivité, la formation des travailleurs, la qualité de son produit. Et ça, on l'a vu souvent. Puis moi, je veux vraiment mettre ça en valeur. Vous savez que vous êtes dans la première ville au Québec qui a voté pour la souveraineté, hein, cette île. Ça remonte au aérien avec Pierre Bourgault. Ça fait quand même un certain temps. Je sais pas si je pense que les gens sont encore majoritairement souverainistes sur la Côte-Nord. Vous, dans votre programme, vous semblez pas pressé de faire la souveraineté. En tout cas, ce sera pas dans le premier mandat. Ça, c'est clair pour vous, là. C'est ça. Je suis pressé de la faire, mais je suis pas pressé d'échouer. OK? Et moi, je crains que si on se précipite en 2018 en disant, vous êtes 86%, les Québécois, à pas vouloir de référendum, mais nous autres, les péquistes, là, on vous dit que c'est ça que ça vous prend. J'ai peur qu'on perde. Alors, je vous dis, non, moi, je vous entends, là. Vous êtes plusieurs, des fédéralistes et des souverainistes qui disent la priorité, c'est de se débarrasser du gouvernement Couillard et on va prendre le temps méthodiquement de créer une coalition puis de préparer l'opinion à un autre rendez-vous 4 ans plus tard où là, on demandera ce mandat-là. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est redonner de l'épine dorsale à la nation, s'occuper des régions, s'occuper de l'exportation, s'occuper des entrepreneurs, s'occuper des jeunes, enseigner notre histoire, protéger notre langue, ce que le gouvernement ne fait pas, être beaucoup plus prudent avec l'immigration. Il y a plein de choses à faire pour donner à la nation la fierté qu'elle a perdue depuis que les libéraux sont là, puis une nation qui est plus fière et plus à même de décider de devenir souveraine. Qu'est-ce que vous pensez de l'espèce d'étude là, ou d'opinion qu'on a vue dans les derniers jours qui dit que la souveraineté, c'est le projet d'une génération puis que ça risque de disparaître là, au tournant de 2030-2032? Ça, on dit ça depuis plusieurs générations, hein, parce que M. Lévesque, M. Parizeau, ils étaient d'une génération. Ensuite, il y a eu la génération des André Boisclair, et même Pauline Marois était plus jeune que René Lévesque. Ensuite, on a eu une autre génération. Moi, je suis d'une autre génération. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est là, il est d'une autre génération. Ça fait que disons que ça fait 4 générations qui nous disent que ça va durer juste une génération. Ça fait que je commence à plus les croire. Avec la souveraineté, peut-être une des craintes qu'on peut avoir dans une région comme ici, c'est que le pouvoir risque de se retrouver très centralisé du côté de Québec. Là, si on prend ce qui se passe à Ottawa ou ce qu'on gouverne à Ottawa puis à Québec, puis qu'on le met ensemble. Pour vous, la décentralisation, ça prend quelle forme? Là, on vient d'abolir les conseils régionaux des élus. Ça devrait être les municipalités, les gouvernements de proximité? Le parti qui a le plus donné de pouvoir aux régions, c'est le Parti québécois, c'est le Parti indépendantiste. C'est celui qui a ça dans son ADN. On a créé les municipalités régionales de comté. On a créé les centres locaux de développement. On a créé ce qui est devenu les CRÉ. On a aidé le Fonds de solidarité à faire les fonds régionaux de développement, etc. C'est la façon dont on fonctionne, c'est donner du pouvoir aux régions. On a la solidarité rurale, c'est nous qui l'avons reconnu, qui l'avons aidé. On a fait les carrefours jeunesse emploi. On n'a pas arrêté d'essayer de trouver des façon de donner du pouvoir aux régions. Puis il y a une chose là, que je peux vous dire là, qui nous est jamais traversé l'esprit, c'est que ce que le gouvernement Couillard a fait, les 2 ministres responsables des régions, c'est des députés de Montréal. Mais c'est insultant au CUD. Ça nous a jamais traversé l'esprit, nous autres, au Parti québécois, qu'on prendrait pas des députés des régions pour représenter les régions. Alors là, juste là-dessus, là, alors c'est sûr qu'on a beaucoup réfléchi à l'idée de, si on rapatrie les pouvoirs à Québec, comment est-ce qu'on peut en donner immédiatement davantage aux régions? Puis ça va faire partie du projet qu'on va présenter en 2022. Et les politiciens vont pouvoir être plus présents. Vous m'avez dit avant l'entrevue que vous allez aller dans tous les villages de la Basse-Côte si vous êtes premier ministre. Moi, c'est ça. J'ai dit que j'allais me faire sortir la liste des endroits où il n'y a pas eu de premier ministre qui sont allés depuis longtemps. Puis je vais essayer en 4 ans d'en faire le maximum. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Attitude. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler de l'avenir du soccer à Sept-Îles et sur la Côte-Nord dans les prochaines minutes. On en a profité de l'entrevue préenregistrée pour amorcer la discussion en studio. Nous, je suis en compagnie de Denis Clemens, le président du club Nord-Soc de Sept-Îles, et Stéphane Padgès, je ne sais pas si je prononce bien, le nouveau directeur technique pour Sept-Îles et la Côte-Nord. Pagès.
Pagès, bonjour. Bonjour. Denis, d'abord, le Club Norsoc, là, on est entre deux saisons. Hein? En fin de semaine dernière, vous avez tenu votre gala pour les jeunes de 4 à 12 ans. Il y avait quand même une belle activité de reconnaissance. Hein? En fin d'année, on donne des trophées, des médailles, on s'amuse. Exact. Mais je pense que c'est un peu pour bien finir l'année. C'est une façon là, de souligner l'apport des jeunes, leur contribution, leur participation surtout. Puis également souligner remercier les parents, parce que quand on tombe dans cette catégorie-là de U4 à U12, bien souvent les parents sont très souvent sur le côté du terrain. Donc c'est une façon, si on veut, là, de remercier tout le monde. Et là, on a fait ça avec les 4 à 12 ans. C'est pas parce qu'on néglige nos ados qui jouent au soccer, c'est parce qu'on n'organise pas le même genre d'activité, parce que c'est pas de 4 ans puis de 14 ans, on tripe pas tout le temps ces mêmes affaires. Non, je pense qu'il y a eu des années où le gala était pour tout le monde, sauf qu'on s'est aperçu avec le temps là, que les plus vieux participaient moins. Il faut qu'on essaie de trouver des activités plus personnalisées. Puis cette année, avec les 13-18 ans, on amène le foot... voyons, le bubble foot, pardon. Merci, Stéphane. Le bubble foot. Oui, au terrain synthétique, exact. Vendredi à 17h30. C'est quoi du bubble foot? Dans le fond, c'est un peu comme le sumo football, là, où tu joues à l'intérieur d'un ballon, là. Fait que t'es à l'intérieur d'une bulle, puis tu vas jouer au soccer avec cet handicap-là. Et ça fait sensation sur les réseaux sociaux, Jean. Ah oui? Oh oui, je te le dis, il y a plein de vidéos qui circulent là, de gens qui jouent au soccer dans des grosses bulles comme ça. Ils vont s'amuser, ça va être incroyable. On essaie ça cette année, voir l'intérêt des gens pour... Et bien sûr, pour nos jeunes, ce sera suivi d'un souper pizza à la cafétéria du Cégep de Sept-Îles. Ça, c'est donc la fin de la saison estivale. On a eu une belle saison du côté de Norsoc là en été. De façon générale, c'est une belle saison. Mais saison en dents de scie un peu en début de saison. Je sais pas si vous vous souvenez de la température du mois de juin. Ouais. On a eu quasiment pendant 2 semaines, on a dû annuler la majorité de nos activités et mouiller trop, un peu comme aujourd'hui. Mais de façon générale, ça a été une belle année. On a eu encore près de 500 jeunes qui ont participé. Donc, on est assez satisfait de la saison. Oui, moi, je me suis déjà impliqué. J'ai déjà été, comme Denis, présentement, président du Club Norsoc. Et ça a évolué quand même pas mal. Il reste qu'on a les mêmes contraintes. Hein. L'été est courte. Il y a la période de vacances à travers ça où les jeunes s'en vont toutes 3-4 semaines. C'est pas évident de planifier du soccer dans une région comme la Côte-Nord, Denis. Non, mais je pense que on peut parler du soccer, mais c'est à peu près la même chose pour à peu près toutes les activités. Les sports d'été, oui. En tout cas, surtout en été, particulièrement, là. Mais je pense que l'avenue de notre nouveau directeur technique va aider aussi à peut-être à susciter l'intérêt des jeunes ou à continuer à jouer au soccer. Mais c'est clair que l'école finit au mois de juin et elle recommence au mois de septembre. Donc, c'est entre ces deux périodes-là que les activités se déroulent. On a combien de jeunes qui pratiquent le soccer à Sept-Îles maintenant? On a à peu près 500 jeunes. On avait 494, si je ne me trompe pas, cette année. C'est quand même pas mal de monde, pas mal d'affaires à organiser. Il y a aussi une saison hivernale. Hein. Ça fait quand même plusieurs années. Là, on a malheureusement pas de terrain synthétique recouvert encore à Sept-Îles. Il y en a même pas encore à Chicoutimi puis dans peu de régions au Québec. Mais on travaille avec ce qu'on a. Vous utilisez quoi l'hiver? Des écoles secondaires? Bon, on utilise le Cégep, Jean du Nord, un petit peu Manicouté, le centre sociaux. Bref, on utilise ce qu'il y a disponible avec une superficie intéressante aussi. Là, ça devrait commencer en octobre. Il y a des inscriptions, ces jours-ci? Oui, les inscriptions ont débuté là, avec le gala de la fin de semaine. Les inscriptions ont débuté. Donc, on invite les gens qui peuvent être intéressés. Là, les jeunes qui sont nés en 2009 en descendant, s'ils veulent s'inscrire, de consulter notre site web. clubnorsoc.com. Le formulaire d'inscription est là, ils peuvent l'envoyer par la poste. Bon, donc sur norsoc.com, on a tous les détails. Exact. Pour l'hiver, on les prend pas à 4 ans, on les prend à 7 ans là. Ça fait que c'est ça, on peut s'inscrire dans les prochains jours. C'est ça. On voudrait peut-être, on aimerait ça prendre plus jeune, mais considérant la disponibilité d'espace, mais on est au juste limité malheureusement. Est-ce qu'on planifie déjà l'été prochain, d'une année à l'autre, on a quand même des choses. Sur la Côte-Nord, on aimerait peut-être voir émerger du soccer dans d'autres municipalités. Ça nous donnerait une chance d'organiser un réseau de compétition, non? À Port-Cartier, entre autres. Hein? Ils nous écoutent à Port-Cartier, on peut leur passer le message, là. Je pense que tranquillement, pas vite, là, on s'aperçoit que la relation entre les municipalités de la Côte-Nord se développe bien. Au Havre-Saint-Pierre, tu le sais, tu étais là un petit peu, ça n'a pas été toujours facile, mais les gens qui sont là actuellement travaillent fort. À Port-Cartier, c'est la même chose. Les jeunes qui sont là l'été font des efforts, ils organisent leur tournoi au mois d'août. Ils ont participé au tournoi de soccer à Sept-Îles, ils participent à Bécomo. Donc, je pense que de plus en plus, là, il y a un échange, si on veut,
d'intérêt et d'équipe avec les différentes municipalités de la Côte-Nord. Mais je trouve que c'est des gros défis pour votre nouveau directeur technique. Tu m'as bien dit qu'elle allait travailler pour le club Nord-Soc presque à temps plein. Il y a aussi des heures qu'il va faire pour l'association régionale de soccer Côte-Nord. Stéphane, comment tu vois ça, là, ton rôle? Toi, t'arrives de Chicoutimi, il y a bien plus de joueurs de soccer dans la région de Saguenay, là. C'était peut-être plus facile à planifier les affaires là-bas. Oui et non, parce que quand j'ai commencé, c'était pas très structuré, ça existait, mais il y avait beaucoup de choses à structurer, fait qu'on a mis des choses en place tranquillement pour développer, puis ici, c'est un nouveau défi, ça va être la même chose, ça va être de regarder ce qui se fait, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer, puis notamment peut-être justement là de faire en sorte que on a du soccer dans différents clubs. Maintenant, c'est asseoir tout le monde autour de la table puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir des opportunités de compétition entre les jeunes. Il y en a beaucoup qui lâchent parce que à un moment donné, ils jouent pas de match. Et puis tu veux bien t'entraîner, y a pas de problème. Les jeunes aiment ça, si les entraînements sont le fun, etc. Mais à un moment donné, tu veux jouer contre d'autres équipes, puis tu sais 13, 14, il y a moins de situations de match, puis là ils décrochent, puis tu les perds. Fait que là, ça va être peut-être d'essayer de trouver des solutions. Il va falloir être inventif pour les faire jouer plus entre les différentes municipalités. Valérie, t'as remarqué l'accent, hein? C'est français, ça, hein? C'est pas latino, hein? C'est français, ça, hein? Ce parler-là. 100%. Ils sont bons au soccer. Ils appellent ça le foot, là, les Français. Ils connaissent pas ça, le soccer. Ils parlent pas de soccer, ils savent pas ce que c'est. Mais ils sont bons. Toi, t'as une expertise. J'imagine, t'es arrivé ici avec ton bagage. T'as commencé jeune en France, quoi. J'ai commencé tout petit comme ici, on commence le hockey. Et puis, j'ai toujours joué au soccer. J'ai fait d'autres sports aussi, mais toujours joué au soccer. J'ai joué à un assez haut niveau, pas le plus haut niveau, là, mais j'ai joué quand même à un bon niveau. Après, j'ai fait un bac et une maîtrise en éducation physique. Puis quand je suis arrivé au Saguenay en 99, j'ai commencé à coacher un petit peu, mais j'ai fait tous mes diplômes d'entraîneur ici avec la Fédération québécoise de soccer. Fait que j'ai un bagage de joueur, d'entraîneur, Mais bravo, Denis, hein, on va chercher de l'expertise. J'imagine qu'on va mieux développer l'élite. C'est sûr que c'était pas notre premier choix. C'est Elder Duhart qu'on voulait au poste de directeur technique parce que c'est un gars de Sept-Îles. Il est à l'Université Laval, il coach les filles, mais je pense pas qu'il va le revenir à Sept-Îles, malheureusement. Denis a essayé d'y tordre le bras puis ça n'a pas marché. Le bras, la jambe. On pourrait quand même l'inciter à reprendre son école de soccer du Rouge et Or l'été prochain. Oui, c'est quelque chose que Stéphane regarde. Est-ce que tu as un plan de match, là? Tu as regardé la région? Comment est-ce qu'on est structuré, le nombre de joueurs à Sept-Îles? Comment est-ce que tu vas orchestrer tout ça, là? J'ai commencé à regarder un petit peu tous les différents dossiers, autant au niveau du club, qu'est-ce qui se fait l'été, l'hiver, puis au niveau de la région. Puis l'idée, c'est surtout pas de dire ce qui se fait est pas bien. On met tout à terre. L'idée, c'est surtout de dire, qu'est-ce qui se fait? Puis est-ce qu'on peut partir de ce qui existe? Le bonifier pour faire en sorte que ça corresponde encore plus aux aspirations surtout des jeunes qui aient du plaisir puis qu'on puisse développer puis notamment avec Elder en train de regarder pour faire des petits échanges si on peut notamment avec peut-être des jeunes de sport-études, des choses comme ça là. Tu sais que les habitants de la Côte-Nord, c'est comme les habitants du Saguenay, c'est des êtres humains, des fois ils chicanent entre eux autres, ils engueulent le coach, les parents en veulent plus, tu vas vivre ça aussi. C'est partout dans le monde ça. Mais des nouvelles idées puis des fois un regard extérieur aussi puis quelqu'un qui arrive avec un autre bagage, c'est bon pour faire avancer les choses aussi. On va essayer d'apporter ce que j'ai entre guillemets vécu au Saguenay parce que ça n'a pas toujours été facile, justement, de changer les mentalités. Quand t'arrives, tu dis aux gens, vous allez arrêter de jouer dans votre cour, on va faire une ligue régionale. Les gens disent, mais non, moi je veux pas aller jouer à 2 heures de route. 2 heures de route, c'est rien. Puis tu auras beaucoup plus de plaisir, ton jeune aura beaucoup plus de plaisir. Donc après, il faut être vendeur, il faut aller s'asseoir devant les gens, puis il faut leur dire, non mais regardez, ça peut paraître irritant, mais au final, ça va être bénéfique. Fait que on va essayer de faire la même chose. Parce que dans le fond, il y a deux choses dans l'organisation du soccer, hein, Denis. On veut que la masse, les jeunes qui s'inscrivent, que tout le monde puisse s'amuser, avoir du plaisir, toucher à des ballons. On veut aussi développer notre élite. Là, on a Philippe Renaud qui joue avec le Rouge et Or à l'Université Laval. On en veut de plus en plus des Philippe Renaud qui sortent de cette île puis qui continuent au soccer. Là. C'est clair que c'est un des objectifs. Puis cette année, on l'a vu, on a eu de la difficulté au niveau de nos sports, nos équipes d'élite, là. Donc, je pense que le contact que Stéphane a avec les gens de la Fédération va nous aider aussi à peut-être mieux préparer nos jeunes et mieux préparer notre participation aussi dans les ligues, parce que cette année, la ligue qui existait avec le Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie a failli tomber à l'eau. Elle a revu à la dernière minute, à la fin du mois de mars. Donc, on a eu seulement quelques jours pour se virer de bord, puis malheureusement, ça n'a pas été concluant. Donc,
on va reprendre puis on va bâtir sur des nouvelles bases. Bon, ben je suis content. On sent la volonté d'amener plein d'améliorations au soccer régional sur la Côte-Nord. Il y a plein de monde que je connais qui vont vous suivre de près dans les prochains mois, les prochaines semaines. Denis Clemens, président du club Norsoc, Stéphane Pagès, qui est directeur technique, je le prononce mal encore, là, hein? Pagès, pas grave. Allons-y simplement, Pagès. Ben, merci puis bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Merci. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94.1. Pure musique. Allô, c'est Daniel. Savez-vous ce que j'aime de mon travail à la radio? C'est pouvoir vous informer de ce qui se passe chez nous. Vous parler de sujets qui, je pense, pourraient vous intéresser et vous faire entendre de la bonne musique. En plus, je vous propose plusieurs chroniques. Les anniversaires du jour, les nouveaux-nés de la semaine, en bref chez nous. On se donne rendez-vous à Pure Musique AM, lundi au vendredi, de 9h à midi. Pure FM 94.1. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. C'est le retour de notre chronique assurance aujourd'hui. On prend le temps chaque quinzaine de démystifier certains sujets concernant les assurances. On sait qu'il y a souvent des questions qui émergent quand vient le temps de signer un contrat, de négocier, ou des surprises aussi lorsque vient le temps de réclamer si on n'a pas vu à ses affaires. Cette chronique, ça se fait avec un expert, Guy Duchesne du cabinet de courtage Accès Conseil Assurance. Mainguy Gagnon-Rochette. Bonjour Guy. Allô Jean. T'as passé une bonne saison estivale, oui? Très bel été. Il a fait beau. On était chanceux. Bon, il fallait en profiter parce que là, c'est un peu plus froid là en septembre comme ça. Effectivement. Guy, on va parler d'un phénomène, les tremblements de terre. Je pense que c'est un bon exemple. Hein? La couverture d'assurance n'est pas toujours automatiquement inclus dans une police habitation, là, les couvertures pour tremblements de terre. Effectivement, je me suis dit ce matin qu'on pouvait en discuter. Quand j'ai vu les images du tremblement de terre qu'il y a eu dernièrement en Italie, je me disais que c'était bien de discuter un petit peu du tremblement de terre avec nos auditeurs. C'est une protection qu'on voit rarement dans nos contrats d'assurance. Ce qu'on voit régulièrement, presque tout le temps, c'est un incendie suite à un tremblement de terre. Donc, c'est un petit avenant qui coûte à peu près rien, qui est inclus dans pas mal tous les contrats d'assurance habitation, qui va couvrir un incendie, les dommages causés par un incendie suite à un tremblement de terre. Donc, il y a un tremblement de terre qui occasionne un feu, par exemple, à cause d'un trouble électrique, des choses comme ça. Donc, la plupart des contrats, je dis bien la plupart, possèdent cet avenant-là. Par contre, pour couvrir le tremblement de terre comme tel, parce qu'on le voit bien, il n'y a pas toujours un incendie qui suit un tremblement de terre, ça prend un avenant spécial, comme ça prend un avenant pour couvrir un refoulement d'égout ou pour couvrir votre piscine ou votre spa. Le tremblement de terre est couvert par avenant. Donc, historiquement, c'est un avenant qu'on trouve rarement parce qu'il était beaucoup plus dispendieux. Il l'est de moins en moins et le risque, par contre, de tremblement de terre augmente beaucoup. Dépendamment des régions, là, au pays, il y a des provinces comme par exemple la Colombie-Britannique qui a des très grands risques de tremblement de terre. Au Québec, c'est moins, mais il y a quelques régions au Québec qui a des risques, dont le Charlevoix et une partie de la Côte-Nord également où on peut retrouver des risques de tremblement de terre, puis dans certaines régions également de la région de Montréal. Moi, je me souviens d'en avoir vécu un à Saguenay. On est comme un peu dans ce secteur-là quand même. C'est ça, exactement. Puis on fêtait l'anniversaire, je me rappelle plus quel anniversaire, mais il y en avait eu un, je pense, en 2009, quelque chose comme ça, là, qui avait passé pas mal. Là. Ici à Sept-Îles, oui. Oui. Donc, je me dis que ça serait bien de parler de ça ce matin. On peut couvrir le tremblement de terre avec différentes sortes de franchises. Les franchises sont quand même plus élevées que le contrat de base. Souvent, sur notre contrat de base, on voit des franchises de 300, 500, 1000, mais là, dans ce cas-ci, la franchise minimum est de 4% des valeurs. Donc, si on a une maison et du contenu pour 500 000, la franchise minimum de 4% serait de 20 000 $. On peut également avoir une franchise de 10%, donc dans notre exemple de 500 000 de valeur, la franchise serait de 50 000 $. Les franchises plus élevées, par contre, lorsqu'on pense que tout est un tremblement de terre important ou la maison est détruite, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas et la franchise est quand même minime par rapport au montant du dommage. Par contre, un petit tremblement de terre où on a seulement une fissure dans quelques fissures d'infondation, ça serait pas suffisant compte tenu des franchises là, pour être indemnisé par l'assureur. Mais la tarification est quand même faite en conséquence. Pour toujours mon exemple de 500 000 de valeur, si on prend une franchise de 4%, la prime serait de 200 $ par année et pour une franchise de 50 000, donc de 10%, la franchise serait de
de 125. Donc, ce n'est pas des primes qui sont très élevées. Je trouve que, contrairement à ce qu'on voyait avant, ou les mêmes exemples que je vous donne là, on voyait des primes de 350, 500, 600. Maintenant, les assureurs ont réajusté leur tarification. Donc, je pense que c'est important de le vérifier, de le demander conseil à notre courtier d'assurance pour avoir la bonne tarification adaptée à nos couvertures à nous. Et c'est une bonne protection à ajouter à son contrat d'assurance. Ce qu'on est habitué à voir dans une région comme cette île, puis on l'a vu cet été encore, ça va sûrement arriver à l'automne, des forts vents, ce genre de phénomène-là, c'est ce qu'on appelle des acts of God aussi. Là. Ça, c'est automatique dans notre police d'habitation? Là? Le dommage par le vent est automatiquement couvert. Il y a plusieurs acts of God là, qui sont couverts automatiquement. Certains ne le sont pas, comme l'inondation qui est pas, on n'est pas capable de couvrir encore au Québec. Certains assureurs commencent à penser à l'offrir, mais personnellement, on n'est pas capable. Par contre, le vent, oui, le dommage par le vent, c'est couvert automatiquement sur un contrat d'assurance. OK. Puis quand on prend une clause, là, un avenant pour le tremblement de terre, ben là, on se couvre au total, là, pas juste la maison, tout ce qu'il y a dans notre cour, dans notre entourage, peut-être même la voiture, parce que tout peut briser, ça détruit tout, un tremblement de terre. Effectivement. Donc, la protection est importante pour ça. Pour la partie automobile, les protections sont couvertes, mais pas pour l'habitation. Guy, il y a eu beaucoup de changements dans le monde des assurances au Québec au cours des dernières années. Il y a eu des changements par les lois, mais aussi sur le terrain, là, des fusions d'entreprises notamment. Est-ce que c'est toujours à l'avantage des clients? Chez vous, par exemple, on est rendu un gros bureau quand même à cette île. Effectivement, on a un bon bureau à cette île. On a 7 bureaux en tout Accès Conseil, ce qui couvre toute la Côte-Nord jusqu'à l'ouest de la ville de Québec. Donc, on a des bureaux à Québec, Donnacona et toute la Côte-Nord, Saint-Siméon, Bécomo, Sept-Îles, Clermont. On peut servir tous nos clients partout et d'un bureau à l'autre également si, pour une raison X, nos gens de cette île sont pas disponibles parce qu'ils sont occupés déjà avec à servir d'autres clients, eh bien, nos assurés pourront être répondus par une autre personne ailleurs. On essaie vraiment d'offrir le meilleur service possible à nos clients tout en priorisant le service local. Ici, on est habitué d'entendre parler des assurances Gauthier, de Gagnon-Rochette également. On a regroupé l'expérience et l'expertise. On est rendu avec 150 ans d'expérience chez vous. Ben, effectivement, la fusion de Gagnon-Rochette et Mainguy Assurance. Mainguy Assurance existait depuis 104 ans, Gagnon-Rochette depuis plus de 50 ans, sans compter les Gauthier qui étaient là depuis 50 ans également. Donc, et Assurance Turcotte aussi qui était là depuis des années avec Robert Raymond avant. C'est une belle fusion, plusieurs années d'expérience et des gens qui sont là depuis longtemps pour servir comme il faut notre clientèle. Puis comme dans bien des domaines, la technologie vient faciliter les choses aux clients. Je regardais votre site internet accèsconseil.com. Je pense que c'est une belle façon de vous connaître puis de vous contacter aussi directement, de vous adresser des questions. Oui, puis on a beaucoup on a un blog, on a beaucoup de lettres d'information. Des fois, les gens ont une question, ils peuvent aller chercher beaucoup d'informations sur notre site, nous contacter directement. Ils vont voir également tous les services qu'on offre, que ce soit, là, je parle beaucoup d'assurance de dommages dans notre chronique, beaucoup aussi d'assurance particulière, mais on a plus de la moitié du chiffre d'affaires du bureau qui provient de l'assurance des entreprises. Et on a fait également tous les services financiers, assurance vie, les placements, l'assurance collective. On englobe tous les besoins d'un client. Oui, puis on l'a vu avec les tremblements de terre. Des fois, c'est compliqué les assurances quand même. On a mieux parler à quelqu'un, rencontrer un coursier ou lui parler au téléphone. Ça aussi, c'est facile. Là, vous avez encore des bureaux dans ce qu'on appelle le centre-ville traditionnel à cette île. Effectivement, sur 493 Brochu, le 962-6916. Un gros merci, Guy Duchesne, pour cette chronique assurance. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous-les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Ben Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation. Cette semaine, tu vas faire 2 jours de suite à Côte-Nord Attitude. Oui, effectivement, je serai là demain midi également, encore une fois, pour co-animer l'émission avec toi. Puis t'as de l'air à bien vivre ça, là, même si tu fais de la radio le matin, le midi et le soir. Moi, c'est quoi de la radio, j'en mange, fait que ça me dérange pas. Un gros merci. Demain, donc, à Côte-Nord Attitude, on revient sur d'autres sujets d'actualité et d'affaires publiques. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde.